Une autruche, ça lui va bien. Oh, trop drôle le montage. Mais qui a pu faire ça? Au départ, on voit Vince et Paola avec deux autres filles qui sont en train de se moquer de Paola parce qu'il y a Paola qui est en photomontage avec et là encore l'autruche. Donc Paola elle pleure et Vince essaye de trouver c'est qui est coupable. Après il va demander à une autruche. Il lui demande son prénom. Pendant que Paola est en train de se faire harceler à cause de la photo qui a été envoyée à cause du montage. Il rigole parce que il trouve ça drôle qu'on lui ait mis un corps d'autruche, sauf que c'est pas drôle pour elle et pour ses amis. Quelle est la réaction qu'on peut avoir quand on voit des photomontages moqueurs? On peut rire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous l'avez dit, c'est difficile. On sait très bien que ça peut blesser la personne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à part rigoler? Oui. Aller dire à un adulte. Aller dire à un adulte. On peut faire quoi d'autre quand on voit que quelqu'un est blessé? Oui. On peut aller chercher de l'aide. On peut aller chercher de l'aide. On peut aussi faire quoi? Quand vos amis sont blessés par des moqueries, par exemple, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Oui. Généralement, on peut aussi aller réconforter la personne et lui dire qu'on a vu peut-être la photo ou qu'on a entendu la moquerie. Et à votre avis, à l'école, à qui on peut en discuter? À qui on peut dire oui? Avec des animateurs. Ouais, les animateurs. Il y a qui d'autre? À qui on peut en parler? Oui. Aux personnes que ça concerne. Aux personnes concernées. On peut en parler aussi à qui? Aux maîtresses. On peut en parler à qui si on n'a pas envie de parler ni aux animateurs ni aux maîtresses? Oui. À ses amis. C'est vrai que parfois on a du mal à parler à la maîtresse, on a du mal à parler aux animateurs quand il se passe quelque chose de difficile. Mais surtout, le plus important, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance qui va vous aider à se sortir de la spirale de violence. Ok? Donc quand on reçoit un photomontage, même quand on est tout simplement témoin d'une situation de violence, le plus important c'est d'en discuter. Et puis on peut aussi en parler avec ses parents. Oui. Mais quand on est témoin, le mieux c'est d'en parler à ses parents ou à ses copains souvent, parce que souvent sinon on dit qu'on rapporte et que c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la personne avec qui vous vous sentez la plus proche. Ça peut être parfois juste les parents ou les frères et sœurs. Mais en tout cas, pas le garder pour soi. Parce que plus on le garde pour soi, plus la situation elle peut empirer. Et c'est ce qu'on voit ici dans la vidéo. C'est que si les premières personnes qui avaient reçu le photomontage ne l'avaient pas partagé, peut-être que Paola aurait été moins touchée. Peut-être que les premières personnes auraient dit « Ah, ce montage est nul et blessant pour Paola, moi je ne vais pas le partager parce que je sais que ça va lui faire encore plus de peine. » Et je trouve que c'est très intéressant les discussions telles qu'elles s'est engagées là, parce que cette espèce d'hésitation entre est-ce que je suis un rapporteur ou est-ce que je vais quand même en parler avec des adultes, il y a une façon de décider qui me semble assez simple, les enfants. C'est que, en fait, c'est vrai que c'est pas beau de rapporter, sauf quand vous voyez que l'action en question fait souffrir quelqu'un. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui souffre, c'est plus rapporter que d'aller en parler à un adulte. C'est aider la personne qui souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais déjà c'est très important les enfants d'en parler à vos parents. Pas garder pour vous ces situations-là. Parce que de toute façon vos parents ils vous aideront. Puis quand la situation elle est prise en charge par des adultes, c'est plus facile parce que les adultes ils savent à qui aller parler, etc. Il ne faut pas garder ça pour vous. La ministre de l'Éducation que je suis recouvre en réalité au moins deux thématiques. La première, c'est celle du cyberharcèlement que j'ai évoquée en introduction, parce que
parce que voilà, ça correspond à une des réalités de nos jeunes et entre parenthèses, il se trouve que je sors à l'instant du Conseil national de la vie lycéenne et que les représentants lycéens, quand vous leur demandez quels sont leurs sujets de préoccupation, viennent quand même assez rapidement sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc cette question du cyberharcèlement. Puis le deuxième enjeu que pour moi ça recouvre, ce meilleur Internet, c'est celui de la protection des données. Donc on a entendu ce que disait la CNIL tout à l'heure. Dans le cadre du grand plan numérique à l'école que nous avons lancé, nous avons veillé aussi à construire une charte de confiance des services numériques que nous signons avec tous les acteurs concernés par ce plan numérique pour que la protection des données en particulier soit garantie. Donc ce sont ces deux sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Et s'agissant de la façon dont on peut remédier aux failles actuelles d'Internet, j'ai entendu le projet des ambassadeurs en ligne. J'aimerais bien savoir concrètement qui sont ces personnes à qui on fait appel pour être des ambassadeurs en ligne. Absolument, ils sont présents sur le territoire, ils ne sont pas choisis puisque ce sont des volontaires en mission de service civique. Donc ils sont présents sans condition de compétence préalable, simplement la motivation de faire partie de l'aventure. Ce sont des volontaires pour l'inclusion numérique. Donc ils travaillent à la fois dans une dimension éducative et dans une dimension sociale, par exemple pour accompagner la dématérialisation des services publics, ils peuvent être aussi présents. Et simplement, on leur propose, sur la base du volontariat, d'être des ambassadeurs d'Internet sans crainte, dès lors que leur mission s'y prête, c'est-à-dire d'accompagner les actions éducatives sur leur territoire, voire d'accompagner la mobilisation de bénévoles. Et on travaille sur ce sujet, notamment avec Bibliothèques sans frontières et les Voyageurs du Code. Donc voilà, il recouvre un petit peu, on a à la fois des volontaires décodeurs qui sont des décrocheurs scolaires, et on a des volontaires décodeurs qui sont plus simples. On a la réalité, la diversité de la population qui est représentée, puisqu'au départ, il n'y a pas de condition d'accès. C'est nous qui assumons la qualité de l'intervention par le biais de la formation et de l'accompagnement que nous proposons à ces jeunes. Et s'agissant des parents d'élèves, est-ce que les dispositions législatives qui ont été introduites dans la loi sur le fait que le cyberharcèlement soit désormais un délit depuis 2016, est-ce que c'est utilisé, connu des parents ou est-ce qu'il y a un besoin de communication là-dessus? Je pense que c'est insuffisamment connu effectivement de la part des parents. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que les parents, on s'en rend compte, sont totalement démunis. Et il faut les informer sur effectivement les ressources qu'ils peuvent avoir et en première intention, en tout cas détecter déjà chez leur enfant les premiers signes qui sont souvent dissimulés, que l'enfant enfouit. Les premiers signes qui sont pourtant simples chez un parent attentif, mais c'est pas forcément évident chez tous les parents. Mais le dispositif législatif, évidemment, est là pour appuyer, mais il y a, je pense, une méconnaissance du dispositif. Dans le cadre de l'action éducative de la Ligue, que vous connaissez par ailleurs, Madame la Ministre, nous travaillons avec Tralaler et le CFR Internet Programme sur 3 axes principaux. Le premier, c'est la mobilisation de nos forces éducatives sur le territoire pour qu'elles puissent accompagner le CFR Internet Day et l'ensemble du mois de février. Le deuxième, c'est une expérimentation que nous menons dans 2 de nos espaces à destination du public 10 pour travailler les dimensions d'éducation au numérique et à Internet dans les pays de la Loire, dans un centre de vacances de la Ligue, et dans le centre d'études sur le langage que nous coordonnons en lien avec l'inspection académique à Mont-Solémine. Puis le troisième axe que Déborah citait tout à l'heure, c'est notre grand programme de service civique qui s'appelle les décodeurs. Et nous avons aujourd'hui 500 volontaires qui sont les ambassadeurs des dispositifs Internet sans crainte sur le territoire. Les signalements qui vous arrivent, ce sont des signalements effectués par des parents ou par des jeunes directement? On reçoit tout, mais en ce qui concerne le développement graphique que nous faisons tout à l'heure, c'est par un réseau professionnel qui s'appelle INOP et qui lutte à travers le monde contre la diffusion de ces contenus. Donc nous, en tant que relais français de ce gros réseau, nous recevons que des signalements de contenus qui concernent la France, c'est-à-dire hébergés sur les services français, qui intéressent particulièrement les enquêteurs français, parce qu'il y a des logins, il y a des enquêtes diligentées qui sont nécessaires. Et alors j'imagine bien que quand c'est des signalements importants sur des contenus de graphique, derrière, j'imagine qu'il y a une procédure rodée et rapide pour que ce soit saisi.
Mais quand c'est des contenus type cyberharcèlement, il se passe quoi? Alors là, évidemment, on va travailler avec nos partenaires Net Écoute qui sont beaucoup plus à même de traiter des situations d'assistance. Peut-être on a 55% de parents qui nous contactent directement pour la ligne d'écoute sur principalement des questions liées au cyberharcèlement. Je crois qu'un des enjeux que l'on a collectivement, c'est de réussir à coordonner ces différentes actions pour pouvoir adresser de manière harmonieuse les enfants, les parents, les enseignants et les éducateurs. La concomitance de deux événements qui sont Internet et FRD aujourd'hui et en même temps la journée sans portable. Parce que je me suis dit, c'est sûr, le meilleur moyen d'avoir un Internet sûr, c'est de ne pas avoir un portable pour y accéder. On est bien d'accord que c'est un hasard. Ça m'a été pensé, tout ça. Ça me fait penser, mais je vais revenir sur un clin d'œil. J'ai assisté cette semaine aux résultats d'une étude qui étudiait les usages des jeunes du digital. La question était posée aux jeunes, qu'est-ce que tu préfères entre être privé de sortie et être privé de portable? Et ce qui est plutôt rassurant, c'est que la majorité des jeunes préféraient quand même être privé de portable et pouvoir faire leur pain, sauf un, j'ai eu des enfants interrogés, qui disaient oui, mais en même temps, si je suis privé de portable, je ne peux plus sortir. Bon, bah, nous allons construire un Internet sain, alors merci beaucoup. Merci.